14 millions de personnes au chômage et une augmentation de la violence aussi. Si on regarde ces chiffres-là, on voit que le salaire minimum au Brésil est environ 345 dollars canadiens. Et il y a une étude de Marc Millar qui montre que les 1% plus riches au Brésil concentrent 28% du revenu national, tandis qu'aux États-Unis, par exemple, les 1% plus riches concentrent 20% et en France, 11%. Alors c'est vraiment un chiffre très étonnant. Et la moitié des travailleurs au Brésil gagnent moins qu'un salaire minimum, tandis que 1% de la population reçoit en moyenne de 9 000 dollars par mois, soit 27 fois plus. Alors, ce sont des chiffres vraiment impressionnants. Si on va regarder par rapport à l'inégalité des revenus entre femmes et hommes, elle a aussi augmenté les 2 dernières années. Alors, les femmes reçoivent environ 70% du revenu des hommes. Si on regarde les chiffres, ça ce sont les données du dernier rapport de l'Oxfam, j'ai oublié de dire, mais sur les inégalités au Brésil. Si on regarde les chiffres par rapport à l'inégalité des revenus entre les races, on voit que les revenus de la population noire au Brésil est pratiquement stagné par rapport à la population blanche depuis 2011. Ça, c'est très grave. Et il est important de se rappeler aussi que les féministes noires brésiliennes dénoncent ça depuis les années 80 ou même plus. Par exemple, Sueli Carneiro, une féministe brésilienne noire, elle rappelle que Joaquim Nabuco avait déjà déclaré à la fin du 19e siècle que l'esclavage marquerait la société brésilienne pendant longtemps, parce qu'on n'a pas eu de mesures politiques, économiques, sociales pour les personnes qui étaient libérées. Alors, on a aboli l'esclavage, mais beaucoup de chercheurs parlent d'une abolition partielle, parce qu'on n'a pas donné les mêmes opportunités d'accès aux gens pour que ces personnes tiennent accès au marché du travail ou à rien, à une propriété, rien du tout. Alors, on sent les conséquences de cette abolition partielle jusqu'à présent, et je pense que ça normalise la vision que des personnes sont moins humaines que d'autres personnes. Alors, c'est pour ça qu'au Brésil, on voit une naturalisation des inégalités. C'est pas que les inégalités sont invisibles, mais en fait, c'est une naturalisation, entre autres, par la culture, qui transforme l'inégalité plus agréable à l'œil, si on peut dire comme ça. Et c'est un thème qui est toujours reporté plus tard. Alors, par rapport à les régions, on a aussi des inégalités. La région sud du Brésil concentre les pôles économiques du pays. Alors, les régions nord-est, on a une historique d'être des populations plus pauvres. Alors, c'est beaucoup de choses, je sais, mais j'essaie de résumer pour qu'on puisse réfléchir ensemble après. Dans la comparaison globale, en termes d'inégalité, on a passé du 19e au 9e rang des pays les plus inégalitaires du planète de 2017 à 2018. Alors ça, c'est une donnée récente. On peut passer. Et je pense que cette perpétuation de l'inégalité se maintient grâce à une logique autoritaire qui est renforcée par Bolsonaro. Parce que si on pense à la démocratie au Brésil, on peut se demander est-ce que c'est une démocratie ou bien c'est une démocratie qui se maintient avec la logique des oligarchies, les élites, les familles au pouvoir encore. Et il faut réfléchir pour démystifier ces mythes-là, les mythes de la démocratie raciale, on tend à croire que, comme Gilbert Freire a dit, que le pays était construit avec les mélanges pacifiques des 3 races. Mais en fait, si on va voir les données, c'est pas tout à fait ça. Et il faut parler de ces préjugés qui sont enracinés dans la culture. Et je me base à peu près dans ces 2 livres plus récents sur les premiers, c'est de Lilia Schwartz, une brésilienne, sur l'autoritarisme au Brésil. Et le deuxième, c'est un spécialiste de la démocratie en Amérique latine qui va justement parler que les démocraties en Amérique latine elles viennent ensemble avec des liens d'oligarchie, toujours.
Et alors, les gouvernements de Bolsonaro, ils n'incluent pas du tout les populations qui sont historiquement déjà plus vulnérables, les femmes, les noirs, les peuples autochtones au Brésil. Et le pire, c'est qu'il renforce en fait une criminalisation des pauvres par son discours et des préjugés des classes et des races qui sont là déjà présents, et il renforce ces phénomènes. Avec l'idée, on a un dicton au Brésil qu'on dit bandido bom é bandido morto. Alors, c'est un bon voleur, c'est un voleur mort. Et Bolsonaro, dans ses discours, il renforce ça. Il a dit déjà qu'il s'il fallait tuer 30 000 personnes de la population brésilienne pour améliorer le pays, il allait faire ça. Et on voit les traits de l'autoritarisme très présents. Par exemple, notre Constitution fédérale interdit la réédition d'une mesure provisoire ayant les mêmes contenus dans la même année. Alors Bolsonaro, il a essayé d'approuver 2 fois dans la même année une mesure provisoire pour confier la démarcation des terres autochtones au ministère de l'Agriculture. Ça, il n'y a aucun sens parce qu'on sait que le ministère de l'Agriculture au Brésil est dominé par les agronégocios, et il n'y a aucun sens de confier à ces ministères-là la responsabilité pour démarquer des terres des peuples autochtones. Alors, les ministres de la Cour suprême ont dénoncé les dangers de l'autoritarisme du président en disant que cette attitude représente une transgression inacceptable et dangereuse des principes fondamentaux de la Constitution. C'est inquiétant parce que cela montre clairement qu'il semble exister un résidu d'autoritarisme non dissimulé, sans aucune légitimité éthique et légale au pouvoir aujourd'hui. Alors ça montre vraiment comment il agit. Et aussi la logique du bolsonarisme passe vraiment beaucoup pour la désinformation et la falsification de la vérité. Les modes d'action de son gouvernement reposent sur cette fabrication d'une nouvelle vérité. La logique de Bolsonaro, depuis sa campagne électorale, s'est basée sur la diffusion des fake news, des fausses nouvelles et des transmissions des chaînes de messages par des applications comme WhatsApp, telles que Trump aux États-Unis. Et dernièrement, il propage un discours anti-science qui contribue à démoraliser la science et les chercheurs au pays. Par exemple, on a un institut, l'INPE, qui effectue des recherches depuis des décennies. Il surveille la déforestation de la forêt amazonienne, et cet institut a publié des images et des résultats de ces recherches. Alors Bolsonaro a dit que c'est pas vrai, que ces données n'existent pas, les données qui sont collectées depuis 30 ans par des chercheurs, et qu'il a dit qu'il ne faut pas regarder ça, ce sont des mensonges, peut-être des inventions des personnes, des ONG, des communistes, parce qu'il pense que tout le monde est communiste. Et alors, simplement, le président de l'Institut a dit non, on fait de la recherche, c'est ça, et Bolsonaro l'a démissionné. Destitué. Et aussi, il y a eu des résultats de la recherche de la Fiocruz, qui a censuré aussi les résultats, parce que les résultats sur l'utilisation des drogues allaient en contradiction avec les mesures défendues par son gouvernement visant à avoir un traitement plus rigoureux aux toxicomanes. Alors, si les résultats ne sont pas comme il veut, il censure et c'est tout. Une autre déclaration aussi qu'il a donnée récemment, c'est que personne va mourir de faim au Brésil, que c'est un gros mensonge qu'il y a de la pauvreté dans le pays. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Il dit c'est ce qu'il veut, et malheureusement, il y a des gens encore qui continuent à croire dans cette personne-là. Je pense qu'on peut passer. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui à peu près 30% d'approbation encore, et des personnes qui croient qu'on n'est pas dans un régime autoritaire. Alors je pense qu'il faut qu'on se souvienne de prendre au sérieux ce qu'il dit, et de se rappeler que ce qu'il dit a des répercussions directes sur la violence, le racisme, la démoralisation de la science au pays. Et son discours est légitime et permet que plus de gens parlent comme lui et continuent ces pratiques.
Et aussi, je pense que je n'ai pas eu le temps ici de parler un peu sur les raisons pour lesquelles il est arrivé au pouvoir, mais il y a eu une polarisation très forte de la société, mais je pense qu'on a besoin de parler avec les gens qui ont voté pour lui. Il y a des gens qui ont voté pour lui qui maintenant sont ouverts au dialogue. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout ouvertes. Mais je pense aussi qu'il faut faire une réflexion sur ce qui est la gauche aujourd'hui au Brésil, qu'est-ce que c'est la gauche au Brésil aujourd'hui, et faire aussi une autre critique de la gauche dans le contexte de dépolitisation des dernières années, de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait d'erreur, et pour ne pas faire à nouveau, et construire une opposition pour les prochaines élections. Et aussi diffuser l'information. Je pense que tout le monde a suivi ce qui se passe en Amazonie maintenant. Et ça représente très bien tout ce qu'on a parlé ici, la falsification de la vérité, parce qu'il a dit aussi que les images de la NASA ne sont pas vraies, c'est des nuages, c'est pas des feux. Et ça renforce aussi la manque de respect envers les peuples autochtones et l'environnement. Et je pense qu'il faut qu'on partage ce type d'informations pour que ça arrive au plus grand nombre de personnes. Et je peux répondre aux questions après aussi si vous avez d'autres questions. Et on est là pour partager. Merci. J'invite les mentionnants à donner sa parole. Alors, je vous remercie d'être venu en aussi grand nombre à ce séminaire et je remercie les organisateurs de m'y avoir invité. Le Brésil n'est pas le pays que je connais le mieux, mais je le connais assez bien. Puis je suis allé à 5 reprises et j'ai eu, au cours d'une carrière qui a duré plus de 30 ans, l'occasion, comme enseignant de l'histoire d'Amérique latine à l'Université de Montréal, de me frotter à cette histoire et aussi à l'actualité brésilienne. Et par conséquent, c'est à la fois un défi et un plaisir de m'attaquer à ce dossier. J'espère que je ne vais pas trop répéter ce que ma collègue a pu dire. Je le ferai à partir de d'autres informations, mais il y a sûrement là un point d'entente sur ce que nous réserve malheureusement la présidence Bolsonaro, qui s'annonce désastreuse pour les Brésiliens et les Brésiliennes. Et à peu près dans tous les domaines qu'on puisse énumérer, à savoir l'économie, depuis l'emploi, les salaires, les pensions, les rapports sociaux, les relations de genre, l'insécurité, avec la multiplication des armes, qui est un des projets de Bolsonaro d'armer les Brésiliens, des institutions telles que l'éducation, la justice et la vie parlementaire qui sont déjà affectées moins de 6 mois après son entrée en fonction, la culture qui devrait être porteuse d'une protestation et qu'il veut museler, censurer, l'environnement, vous en savez déjà beaucoup à travers nos médias, la question de l'Amazonie principalement, et la souveraineté nationale, à savoir l'alignement éhonté sur les politiques états-uniennes et sur la position aussi du Brésil dans les forums régionaux et mondiaux. En d'autres mots, ce qu'annonce cette présidence Bolsonaro, c'est une rupture sur plusieurs fronts, des reculs dramatiques aussi par rapport à ce qu'a été le Brésil, notamment sous la présidence de Lula et de Dilma à l'époque où le Parti des travailleurs occupait la présidence. Mais étant historien, je ne peux pas me maintenir sur ce territoire de l'actualité sans chercher à voir là où il y a des ruptures et là où il y a des continuités. Et l'idée que je mets de l'avant, c'est que Bolsonaro n'est pas un phénomène isolé, un phénomène qui surgit spontanément. Il est porté par une bonne partie
de l'électorat brésilien, et surtout par les classes. Cette classe qu'on appelait l'oligarchie, qui est derrière lui, que ce soit les trois secteurs qu'on appelle la Bible, les bœufs, c'est-à-dire les éleveurs, c'est surtout eux qui sont actifs dans l'Amazonie, dans la déforestation, et finalement, tous ceux qui sont partisans d'une réponse armée à l'insécurité. On pourrait dire BALA. Alors, ce sont les 3 B qui caractérisent le noyau dur de Bolsonaro actuellement. Alors, je vais surtout partir de ces problèmes non résolus avant 2018, avant les élections de 2018, et qui expliquent en grande partie ce qui se passe actuellement au Brésil, tout en faisant aussi la part juste entre ce qui est continuité et ce qui est rupture. Et quand je parle de rupture, je parle de la rupture qui s'effectue actuellement sous nos yeux. Alors, j'ai énuméré un certain nombre de problèmes non résolus qui vont me structurer ma présentation. Je commence par l'injustice agraire, celle dont on n'a pas tant parlé jusqu'ici. Une concentration de la propriété agricole énorme, inouïe, alors que nombre de ruraux sont sans terre, au point qu'il y a un mouvement sans terre. Le Brésil affiche la distribution la plus inégalitaire de la terre en Amérique latine. Les propriétés de plus de 2000 hectares occupent 42% des terres cultivées. À l'inverse, 34% des propriétés ont en moyenne moins de 5 hectares et n'occupent que 1% des surfaces en culture. Vous avez les deux extrêmes, une minorité qui possède énormément de terre en superficie et une majorité qui n'en possède qu'une fraction toute petite. L'agriculture familiale représente 84% des exploitations, mais seulement 24% des surfaces cultivées et 38% de la valeur de la production agricole. Le problème ne naît pas sous Bolsonaro, c'est un État, l'État brésilien, affiche sans vergogne un préjugé favorable à l'exploitation commerciale, à l'agro-business, si on veut, et à l'exportation des produits de la terre. Et la bancada ruralista de ces grands propriétaires terriens qui ont à la fois grande propriété, qui ont des intérêts dans le soja ou dans l'élevage, a une capacité actuellement de blocage au Parlement. L'agro-business est vraiment au pouvoir sous Bolsonaro. Et l'Amazonie est devenue l'enjeu de tous les appétits. La déforestation, on peut dire un chiffre ici, il avance au rythme de 3 terrains de foot à la minute. C'est pour ça que juillet a été le pire mois, sans doute, de l'histoire du Brésil. Le Brésil devient un immense Far West où s'impose la loi du plus fort, la déréglementation, tous azimuts. Deuxième problème non résolu, c'est la pauvreté. On y a fait référence il y a un instant. Et sa cascade de maux que sont la faim, l'ignorance, la surmortalité. La Fondation Abrink a constaté en 2018 que plus de 40%, soit 16 millions d'enfants et d'ados de moins de 15 ans vivaient dans la pauvreté. Et de ce nombre, 6 millions vivaient dans la misère, c'est-à-dire dans l'extrême pauvreté. La faim demeure un problème persistant, particulièrement dans le nord-est et dans les favelas. Il y a un proverbe brésilien qui dit « Le pauvre mange de la viande quand il se mord la langue ». La non-scolarisation des enfants, tout comme la désertion scolaire, demeure un problème. Le travail infantile représente 6% des travailleurs, soit 2 500 000. À la fois cause et conséquence de cela, les bas salaires, l'emploi précaire, le chômage, le travail informel ou au noir sont le lot de millions de Brésiliens. Troisième problème. Le Brésil est affligé d'immenses écarts de revenus qui ne sont pas corrigés par une fiscalité conséquente, par un impôt progressif
sur le capital, sur les revenus, sur la succession. Les impôts qui ont le plus de poids portent sur les biens et services. L'équivalent, la TVA, qui est l'équivalent de notre TPS, qui sont des impôts indirects et qui frappent donc davantage les plus pauvres. C'est un impôt de catégorie régressive. Le Brésil est ainsi l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Je reviens maintenant. Les 10 % les plus riches concentrent 50 % des revenus, dont 1 % détient 28 % des richesses. Et le coefficient Gini, qui mesure l'inégalité des revenus, se situait dans le tableau que vous venez de voir à 0,61 en 1990. Il est tombé, et c'est une amélioration, à 0,52 en 2011. En comparaison, le Canada se situe à 0,31. Donc, le Brésil est un des pays qui a le taux le coefficient Gini le plus élevé. Donc, le rattachant à l'une des plus grandes inégalités des revenus. Le racisme, quatrième problème, et la discrimination fondée sur la couleur, qui est un héritage de l'esclavage et du colonialisme. Je citerai une métaphore que l'on utilisait à l'époque coloniale. Le sucre a longtemps été, vous savez, la ressource d'exportation principale du Brésil à l'époque coloniale, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle alors que le café a pris la relève et d'autres produits. Le Brésil était à l'image du pain de sucre, le pão de açúcar. La société se cristallisait avec les Blancs en haut, les gens au teint brun étant tenus en moindre estime au milieu, et les esclaves noirs se retrouvant en bas, comme pour la panela. Au Brésil, un travail de noir, entre guillemets, est encore un travail bâclé. Dans les petites annonces, une offre d'emploi qui précise une bonne apparence n'est pas destinée à un noir. Je passe sur la question de la distance sociale, parce qu'il me faut faire un peu de ménage pour m'en tenir à mon temps. L'autre problème, c'est la violence sexuelle, qui est d'abord dirigée, on s'en doute, contre les femmes. Les féminicides et la criminalisation des avortements en sont la marque. Le Brésil est aussi le pays où l'on tue... La violence contre les femmes a doublé en 30 ans, plaçant le Brésil au 7e rang mondial. Le Brésil est aussi le pays où l'on tue le plus de LGBTQ. Et on peut, en termes de renforcement de la violence, prenons les propos de Bolsonaro et consorts qui confortent les électeurs de classe moyenne et supérieure dans leur rejet des politiques du Parti des travailleurs, les incitant à étaler leur misogynie, leur racisme, leur homophobie, leurs préjugés envers les plus pauvres. La société brésilienne est très violente et Bolsonaro a capitalisé sur les préjugés, les hantises et les ressentiments de ses compatriotes pour se faire élire. Et il continue, une fois élu, à attiser la haine contre les autres. Un autre problème, la citoyenneté. Une citoyenneté que l'on peut qualifier de limitée. Longtemps, les analphabètes, jusqu'en 1988, furent exclus des scrutins. À l'époque, c'était le clientélisme, qu'on appelait coronarisme, qui était la norme, soit le contrôle des électeurs. Les élites n'ont pas pris au sérieux la Constitution de 1988 élaborée au sortir de la dictature et qui avait comme objectif la démocratisation du pays. Je rappelle ici les propos de Carlos Lacerda, leader de la droite, à propos de Getúlio Vargas aux élections de 1954. Il ne doit pas être élu. S'il l'est, il ne doit pas gagner. S'il gagne, il ne peut assumer. Et s'il assume, nous devons l'empêcher de gouverner. C'était un propos extrêmement clair. Cette recette
la droite l'a appliqué contre Lula en 2018. Elle a fait en sorte que Lula ne puisse pas être candidat. Confronté à l'opposition de droite, Vargas s'était suicidé en 1954. Goulard, qui a été chassé par un coup d'État en 1964, a sans doute été assassiné en 1976 par empoisonnement dans le cadre de l'opération Condor. Lors de la dernière campagne, la droite, conseillée par Steve Bannon et consorts, a appliqué la stratégie électorale des États-Unis qui consiste à identifier des wedge issues, c'est-à-dire des enjeux, des questions clivantes, telles que mettre en valeur des questions morales susceptibles de mobiliser les électeurs sur l'avortement, les droits des minorités sexuelles, l'identité de genre, la prière à l'école. Et l'équipe Bolsonaro a ajouté des tactiques frauduleuses telles l'envoi de 350 millions de faux messages WhatsApp expédiés avec des mensonges à des comptes ciblés et surtout l'adoption du modèle de la post-vérité qui lui permet encore maintenant de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet sans apporter de preuves. En tout cas, autre problème, la corruption politique et bureaucratique. Le quotidien brésilien connaissait le jeitinho, qui consiste à offrir un cadeau à un fonctionnaire pour obtenir une faveur ou accélérer un service ou contourner une loi. Le système politique a fait naître une autre corruption. D'abord, pour se faire élire, les campagnes électorales coûtent de plus en plus cher. Elles seront financées au moyen de contributions illicites de sociétés, ce qu'on appelle la Caixa 2. Et pourtant, le tribunal suprême a statué en septembre 2015 que les contributions électorales des sociétés étaient illégales. Ensuite, la fragmentation du Congrès, près de 30 partis, fait qu'il est impossible d'adopter des lois sans négocier les votes de députés, sans distribuer des enveloppes brunes ou des faveurs, soit des postes parmi les 20 000 postes de fonctionnaires fédéraux. D'autant plus que les affiliations partisanes sont très fluides. Bolsonaro, pour le nommer, a transité par 9 partis avant d'aboutir au PSL, le Parti social libéral. La campagne contre la corruption a été le terreau sur lequel s'est développée la campagne antipétiste, comme si le PT était le créateur de ce mal systémique. L'opération Lava Jato a révélé que des centaines de politiques ont profité des contributions. Et, je dirais un peu plus loin, que très peu ont été sanctionnés. Autre problème, l'impunité et l'ignorance du passé. La dictature militaire s'attribua un décret-loi d'amnistie en 1979, si bien que les assassins, les tortionnaires ne furent ni jugés ni sanctionnés. Ce passé demeura exclu de toute évaluation judiciaire. Les militaires ne pardonneront pas à Dilma Rousseff d'avoir créé la Commission nationale d'Averdade en 2011. Cette commission remis son rapport en décembre 2014. Les militaires ne reconnurent pas leurs responsabilités dans toutes ces actions qui ont été repérées, identifiées, datées dans le rapport de la commission. Et Bolsonaro utilise cette négation, cette ignorance du passé pour le maquiller. Refusant de parler de dictature, il use un euphémisme, la période militaire. Il prétendait commémorer en mars dernier le coup d'État de 1964, soit 55 ans plus tard. L'ex-capitaine a célébré le tortureur Carlos Brilhante Ustra, notamment le 17 avril 2016, lors du vote de la destitution de Dilma. S'adressant à sa veuve récemment, il l'a même qualifié de héros national, malgré les 47 enlèvements et homicides qu'on lui attribue dans le rapport de la commission. Autre problème, le rôle déterminant de la religion, dont on n'a pas encore parlé, dans un État laïque.
La séparation de l'Église et de l'État, il y a plus d'un siècle, n'a pas sorti la religion de l'espace public. Elle a plutôt débouché sur un pluralisme religieux en mettant fin au monopole catholique. Les religions afro-brésiliennes en ont profité, mais le protestantisme gagna également du terrain. Le Brésil catholique se distingua dans les années 1960 par le développement des communautés ecclésiales de base. Une église progressiste se développa proche des gens, mais Jean-Paul II contribua à discréditer ce courant et à combattre la théologie de la libération. Ce fut parallèlement le développement des sectes évangéliques. Celles-ci représentent le nouveau Brésil. Le tiers des Brésiliens appartiennent aux églises évangéliques. Près de 100 députés en sont membres sur 513. Un front évangélique s'est constitué au Congrès, aux côtés de la Bancada Ruralista. Le pentecôtisme se développe dans les couches pauvres, désorientées par l'impact du néolibéralisme. Il répond au démantèlement des réseaux de protection sociale et au vide individualiste en fournissant une sociabilité, un sens de communauté, une illusion de sécurité, une identité en somme. C'est un opium servi comme remède. À la théologie de la libération, on a substitué la théologie de la prospérité. Et le sociologue portugais Boaventura Sousa de Santos attribue les effets sociaux du néolibéralisme à la renaissance des fondamentalismes religieux. Sous Bolsonaro, l'emprise du religieux sur l'exécutif est un trait dominant. L'éducation, les affaires étrangères, l'environnement, la famille sont entre les mains de ministres qui sont nettement identifiés à une droite évangélique. Rappelons son slogan de campagne, « Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous ». Ernesto Araújo, le ministre des Relations extérieures, considérait dans un article publié en janvier 2019 dans la revue états-unienne New Criterion que la providence divine avait participé à l'élection de Bolsonaro. Il y affirmait que Dieu sera dans la diplomatie, dans la politique, partout. OK. Une justice de classe. Les Brésiliens ne sont pas égaux devant la loi. L'élite a la capacité de manipuler et d'orienter les lois en sa faveur. Elle peut se soustraire aux lois. On le voit avec l'injustice qui vaut l'emprisonnement de Lula, le président qui a fait le plus pour les pauvres. Ceux qui ont fait le coup d'État contre Dilma ont été de toutes les formes de corruption et pourtant, ils ont presque tous échappé à toute sanction, y compris Michel Temer présentement. Tous nos amis, pour nos amis tout, pour nos ennemis la loi. C'est un peu la façon de se justifier. Les juges sont des privilégiés. Ils bénéficient d'une indemnité de logement. C'est un peu comme au 19e siècle, quand on expliquait, on justifiait les lois pour impressionner les Britanniques. Mais au fond, il y avait un grand écart entre la loi et l'application. Le Brésil est ainsi devenu, dans les années 2016, un pionnier du lawfare. Et le juge Sergio Moro en a été le chef d'orchestre. Dans le lawfare, sur le modèle du warfare, le droit est dévoyé pour l'atteinte d'objectifs politiques. On parle de judiciarisation du politique ou de la politisation du judiciaire. La justice devient éminemment politique. Dans les procès auxquels on a soumis Lula, on n'a pas respecté les règles techniques pour qu'un procès soit juste. Lula a été ainsi victime d'une condamnation annoncée de la part de tous les juges des diverses instances depuis Lava Jato. On sait maintenant que le délateur récompensé, dans un cadre chez Odebrecht, a déposé des preuves trafiquées afin de fonder sa version à l'effet que Lula avait reçu un appartement dans une station de villégiature en récompense pour l'obtention de contrats
de construction de la société étatique Petrobras. Les communications échangées entre le juge Sergio Moro et les procureurs démontrent que le juge Moro, au mépris du droit brésilien, faisant fi de son devoir d'impartialité, a instrumentalisé et orienté l'enquête pour s'assurer que Lula serait condamné et exclu des élections d'octobre 2018. Comme prix de sa partialité, il a été nommé ministre de la Justice, un tremplin pour accéder au tribunal suprême fédéral. Je passe par-dessus la question de l'insécurité, le poids des médias. L'opinion des Brésiliens est façonnée par des médias hégémoniques, tels le groupe Globo, ses journaux, ses chaînes de nouvelles et ses telenovelas. De même, les chaînes de radio et de télévision qui appartiennent aux églises évangéliques et qui distillent leur conservatisme moral et économique, car ces églises exploitent la crédulité et l'insécurité à leur profit, extorquant leurs fidèles pauvres. Les gouvernements PT n'ont pu mettre en place une législation pour démocratiser les médias, si bien que les grands médias tels que Globo, Veja, Folha ont fait de l'antipétisme leur cheval de bataille, usant de tous les moyens pour discréditer Dilma, puis ensuite Lula et finalement le PT. Alors, je termine par deux domaines où on peut noter une différence, et je serai très bref là-dessus. La relation spéciale. Tout au long du 20e siècle, le Brésil a cherché à constituer une relation spéciale avec les États-Unis. Et il a été, comme ça, Henry Kissinger voyait dans le Brésil, après le coup d'État de 1964, un partenaire régional et global. Mais sous le PT, notamment sous Lula, le Brésil a développé une diplomatie encore plus équilibrée et davantage tournée vers le sud, en entrant dans le BRIC et en participant à des opérations qui visaient à sécuriser le monde autrement que par des moyens militaires. Le dernier élément qui s'y rattache, la diplomatie efficace du Brésil, bien, Bolsonaro est en train aujourd'hui de la sacrifier en intervenant pour défaire ce qui était des alliances au profit d'un alignement éhonté sur la politique des États-Unis en se rapprochant des positions de Trump et en posant des gestes qui sont en train de sortir le Brésil du concert des nations qui cherchent la paix plutôt que le conflit. Et sa dernière incursion, ça a été de se positionner dans les élections au Brésil, en Argentine, à la suite de la défaite de son allié Macri, un autre homme sur lequel on pourrait parler longuement, qui a conduit l'Argentine à une sorte de désastre. Bien, il a traité des gens qui ont obtenu la majorité lors des élections préliminaires de bandits de gauche, bandidos de esquerda. Et il a même ajouté à leur égard un néologisme polémique, l'appelant escardailla, c'est-à-dire une fusion de gauche et de canaille, donc les canailles de la gauche, pour désigner ceux qui pourraient prendre le pouvoir aux élections du 27 octobre prochain. Il les affuble d'un épithète qui montre qu'il n'a aucun respect pour les Argentins, et c'est à l'image de ses propos incendiaires qu'il distribue à gauche et à droite contre ses compatriotes et contre ses adversaires à l'échelle globale. Merci. Merci à Monsieur Moran et je passe à Monsieur Hunter pour la prochaine présentation. Merci aux organisateurs pour avoir organisé ça. Ma première question, c'est
Est-ce que tout le monde parle l'anglais? Est-ce que ça va si je fais mon discours en anglais? C'est ma langue maternelle, puis ça serait un discours de qualité un peu plus élevée si c'était en anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais? Qui veulent vraiment, parce que je peux le faire en français si... Est-ce qu'on peut ça répondre quand on ne comprend pas une notion? Oui, pour que je le traduise en français? Oui. OK, so... Hein? Je vais essayer de parler pas trop vite en anglais, parce que des fois je commence à... So my talk is going to go in a very different direction from the previous talks. I'm not somebody who's particularly knowledgeable about Brazil. I am somebody who focuses my political work on Canada's role in the world, and more specifically about how Canada, despite the mythology about a benevolent Canada, tends to side with empire and corporations around the world. And specifically in this case, Canada has contributed a very, I would say, minimal amount, but something worth talking about at least, to the rise of proto-fascist kind of forces within Brazil. So Canada's reaction to the parliamentary coup against Dilma Rousseff was to stay quiet, was in fact to start beginning negotiations for a free trade agreement with Mercosur, right? Was to continue with their strategic dialogue with Brazil after Rousseff had been ousted. So it was basically, we don't see a problem. Similarly, with the imprisonment of Lula, and Lula being blocked from running in elections, you have quiet from official Canadian diplomacy. So continue on as if things are all the same, begin negotiations for a free trade agreement. And there was an article after Bolsonaro was elected in the CBC that it gives you, I think, a little bit of the thinking that might have motivated Canadian foreign policy in Brazil. So after Bolsonaro won, the CBC reported, quote, Canadian firms invested about $11.5 billion in Brazil last year. Canadian companies in mining, agriculture, and infrastructure could see new opportunities if Paulo Guedes, Bolsonaro's chief economic advisor, is given full control over investment policy. And then goes on to talk about how Bolsonaro's talked about pushing into the Amazon and improving the situation for mining, for extractive, for timber, other extractive sectors. So here you had the CBC basically applauding or seeing that from the standpoint of Canadian corporations that Bolsonaro's rise was a good thing, and laying it out quite explicitly. So Canada has been, Canadian mining companies have been fairly substantive investors in Brazil. I think also regionally, Canada has played a role in pushing back against the left in the region. Now, Brazil is it's obviously a very big country and fairly powerful country vis-a-vis the region. Its internal politics are not being, entirely shaped by outside forces like a country like Haiti might be, or entirely is never the case, but very significantly, like a case like Haiti or a country like Honduras. But its internal politics are, of course, also tied to external forces. And Canada has been part of this pushback against left-wing governments in the region, pushback against governments that have tried to break away from U.S. dominance of the region, try to set up things like UNASUR, things like the ALBA, the Bolivarian Alliance. And so Canada has contributed to that process. For instance, in 2009, when Manuel Zelaya was overthrown in Honduras by the military, Canada played a quite active role in that coup. Diplomatically, continued aid, continued training the Honduran military that had just ousted the elected government. In the case of Fernando Lugo in Paraguay, Canada took a passively supported the coup. Supported an initiative via the Organization of American States to basically legitimate the coup in Paraguay. Similarly, in Haiti,
Canada has played a very active role, slightly more complicated how it plays into regional politics, played an active role in putting Michel Martelly, the president, in place, and then Jovenel Moïse, the subsequent president. Canada has been campaigning, the Harper government, very openly, campaigning against the breakaway from U.S. domination in the region, establishment of UNASUR, and has been allying and supporting the most right-wing governments in the region, primarily, most importantly, in the early 2010, 2013 kind of period, the government in Colombia, and was doing it very explicitly with the objective of not having the region going in the direction of the Hugo Chavez government, in the direction of the more sort of radical break from U.S. dominance. And now, in the last 2 years, in the last 8 months, in a very aggressive form, Canada has been at the forefront of this campaign to overthrow the Nicolas Maduro government in Venezuela, and has, of course, allied with Brazil in the so-called Lima Group. Canada is one of the founders of Lima Group alongside Peru to try to get rid of the Maduro government. Brazil, of course, is now part of the Lima Group, and the Lima Group is an initiative that probably doesn't really get traction without the shift away from the PT government in Brazil. It wouldn't really work as a regional initiative without Brazil being part of that initiative because of Brazil's influence in the region. And Canada's role in trying to get rid of the Maduro government is, it's like every facet you can imagine, right? It's funding opposition groups in Venezuela, it's taking Venezuela to the International Criminal Court, it's 4 rounds of illegal sanctions against the Venezuelan government, it's just a whole multiplicity of different ways in which Canada has been seeking to undermine the Maduro government. So I think that to look at some of the regional context of the pushback against the left and how Canada has been part of that process gives us a little bit of a explanation for Bolsonaro's rise. There's probably a more important historical connection that Canada has played a small part in terms of supporting far-right forces within Brazil, which was Canada's role, passive support for the coup in 1964 against Goulart. Right? The U.S., of course, played a very active role in that process, but the Lester Pearson government in Canada, rhetorically, it failed to condemn the coup. It allied its rhetoric with the rhetoric of the U.S. In justifying the coup. And as human rights violations increased after the coup, Canada deepened its relationship to Brazil. And there's internal government documents that show how there was pushback from some solidarity groups in Canada about human rights violations taking place in Brazil, but how the Canadian government tried to dismiss those claims of human rights violations and saw the post-coup military government in Brazil as an opportunity to deepen Canadian ties. Now, driving Canada's position on the coup in '64 was not just Canada's alliance with the U.S., which plays out all around the world, and particularly in this hemisphere where Canada tends to ally its foreign policy with U.S. foreign policy, but also very important corporate interests. So it was a Canadian company that was the biggest company in South America. Brascan, in Brazilian traction, had about 50,000 employees in Brazil in the 1950s. It was initially in the electricity and the light tramway, but it was actually called the Canadian octopus because it had its tentacles in so many elements of the Brazilian economy. And so if you actually look at the Pearson government that was on favor with the coup against Goulart, a whole bunch of officials went from working for Brascan, working ministers in the Pearson government or other top positions, and then went back to Brascan. So there was this sort of revolving door of the Canadian government at the time with this company that was involved in a major player in Brazil, and that was quite openly in favor of ousting Goulart. And even more specifically, kind of linking it to the rise of
question. J'ai pas compris le lien avec le coup Pearson Brascan. C'est quoi Brascan? Brascan, c'est Brazilian Traction, c'est une compagnie canadienne Okay. qui est basée à Toronto, qui était Cover? le... Non. Pardon? Oui. Non, c'est pas une compagnie. C'était une compagnie qui était plutôt dans l'électricité, qui contrôlait presque toute l'électricité au Brésil et les tramways. Mais c'était dans tous les différents secteurs de l'économie. Et c'était aussi une compagnie qui bloquait vraiment les compagnies, les initiatives brésiliennes. Il y avait le pouvoir pour dominer le marché, puis il y avait beaucoup de critiques à propos du rôle de Brascan qui bloquait les compagnies nationales de développer. Et aussi, c'était une compagnie, comme je vais rentrer, it was a company that was incredibly anti-worker. There's all kinds of allegations or proof of them spying on the workers and politically, and spying on officials. This is in the lead up to the coup of '64. If they were deemed to have gone to the Soviet Union and stuff like that, were basically sort of red baited, if you like. Its top executive in Brazil, Antonio Galotti, was the secretary for international affairs for the fascist party, Acao Integralista. So the top official for Brascan in Brazil for a couple decades had a high position in the 1930s with the fascist party in Brazil. So the point of bringing that up is to say that this, enabling corporate Canada, enabling fascist forces within Brazil. And I think I don't want to exaggerate the point, but I think there's some historical lineage between that and what we see today. Brascan was incredibly happy with the coup in '64. They drained Brazil of about $350 million in profits in the decade after the coup. And there's the Financial Post, the Canadian business paper, asked about why they've been making so many profits. And the response of the head of Brascan in Toronto was to say the revolution, i.e. the coup against the elected government in '64. I think that that's an under-discussed component of Brazilian history and Canada's connection to it, the whole question of Brascan and how it played a role in on one hand, supporting right-wing forces in the country, on the other hand, stunting development internally. So I'm going to leave it at that, but basically the point of all the political talks that I give, basically all the political talks I give, is it's very important always to look at how Canada contributes to injustices in the world and contributes to the rise of social forces that progressive-minded people don't like. Too often, there's this presumption of Canada being benevolent, when in fact, Canada's the biggest mining company, the most number of mining companies in the world are based in Canada, right? Canada is heavily involved, corporate Canada is heavily involved around the world, and we have, I think, contributed a small part in the rise of fascistic social forces in Brazil. I'll leave it at that. Finalement, je vais passer le microphone à Madame La Tendresse, qui fera la première présentation et conduira les débats, les périodes de questions et réponses. D'abord, moi aussi, j'aimerais remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement. Lorsqu'ils m'ont contacté pour me proposer de venir, la question des incendies en Amazonie n'était pas encore à l'ordre du jour, mais le contexte général marqué par la gouvernance de Bolsonaro impose, je pense à plusieurs personnes du Brésil, mais aussi d'ici, de penser en termes de relations Québec-Brésil et d'appui et de solidarité. Donc, en discutant avec eux pour organiser la soirée,
on a eu l'idée que j'aborde cette question-là avec vous, que je fasse un rappel, parce qu'au fond, il y a des relations depuis facilement les années 60 entre le Québec, des militants, militantes du Québec, et le Brésil et des gens du Brésil. Et on s'est dit, au fond, puisque l'objectif du réseau Brésil et du collectif vise à informer la population d'ici, qui vit ici, donc au Québec de façon inclusive, Québec-Canada, j'ai pensé que c'était intéressant de montrer que cet objectif-là, cette volonté, ce désir de développer des liens de solidarité, il n'apparaît pas dans une page blanche. Il y a une histoire au Québec de liens avec le Brésil, et en particulier de liens de solidarité. Et je ne suis pas historienne, mais je vais quand même relater quelques éléments, quelques dates pour justement se souvenir qu'il y a une histoire et que cette histoire-là va peut-être nous permettre, j'espère, ce soir et dans les prochaines activités, de penser les liens de solidarité avec la société brésilienne, parce que je pense qu'on le voit tous et toutes, le Brésil aujourd'hui vit une période qui est cruciale pour le Brésil, mais je pense qu'avec les incendies en Amazonie, on a vu que c'était crucial pour l'ensemble de la planète, et on ne peut pas faire fi donc de ce qui se passe au Brésil et de ce que le gouvernement de Bolsonaro a mis en place, et que par ailleurs mes trois collègues ont bien, en fait plutôt mes deux collègues ont bien présenté, et pour mon autre collègue qui a montré donc le lien du Canada, puis dans une certaine mesure la complicité du Canada, dans la mise en place des dictatures en Amérique du Sud en général et en particulier au Brésil. Donc je vais me permettre de rappeler quelques éléments, et après, les organisateurs m'ont demandé de vous passer la parole puis d'animer. C'est-à-dire qu'au fond, on a un objectif, bien sûr, de comprendre. Donc si vous voulez poser des questions aux intervenants, aux personnes ressources, ou si vous voulez faire des commentaires ou faire des ajouts, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et puis, je prendrai peut-être quelques interventions de façon consécutive pour qu'on ait plus de temps pour pouvoir discuter, puis qu'il y ait plus de personnes qui puissent parler. Donc ça, c'est un aspect. Et le deuxième point, c'est aussi de penser en termes de, ici, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je pense que c'est un souci, en tout cas que moi, j'ai une espèce de sentiment d'urgence devant la situation au Brésil. Donc, rapidement, je pense qu'il ne faut pas nécessairement être historienne pour rappeler que les premières relations avec le Brésil, je parle de relations et de liens de solidarité avec le Brésil, remontent aux années 60. Au fond, c'est la période de la dictature au Brésil qui a fait en sorte qu'il y avait notamment des missionnaires du Québec qui se sont rendus en Amérique du Sud, qui étaient au Chili, qui étaient au Brésil, qui ont été au Salvador, qui ont été au Nicaragua, en Haïti, dans les Caraïbes, et qui ont été sensibles donc aux situations que vivaient ces sociétés-là. Et donc la question de le coup d'État a fait en sorte qu'il y a quelques personnes du Brésil, enfin plusieurs centaines de personnes du Brésil qui ont dû fuir. Plusieurs sont allés vers le Chili, vers d'autres pays d'Amérique du Sud, vers la France. Il y en a quelques-uns qui sont retrouvés ici au Québec. Il y en a même dans la salle. Et à cette période-là, et ça c'est Antonio Arturo qui est ici dans la salle, qui en fait ses parents étaient brésiliens, ils sont arrivés à peu près dans cette période-là, qui m'a informé, parce que c'est un épisode que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressant de mentionner, qu'il y a une dame, justement, je ne sais pas si elle est dans la salle. Antonio, est-ce qu'elle est ici ce soir? Non, mais Madame Caron, est-ce qu'elle est ici? Antonio? Non, ok. Alors, c'est une dame qui s'appelle Denise Caron, et c'est Antonio qui est dans la salle qui m'a rappelé, qui m'a rapporté cet élément-là. Elle a été, déjà dans les années 69, fondatrice d'une organisation qui s'appelait le Comité Solidarité Brésil, une organisation de militants et militantes du Canadien, Québec et Brésil. Cette organisation-là a publié un bulletin sur une base régulière et a publié un ouvrage qu'Antonio a d'ailleurs avec lui aujourd'hui, qui a traité des tortures au Brésil.
Donc, c'est un petit ouvrage qui est paru en 1972 aux éditions du Jour. Et bien sûr, ça expliquait notamment justement le rôle du gouvernement canadien dans le coup d'État et dans cette pièce de théâtre qui avait été organisée au Brésil. Par la suite, Mme Caron a animé toutes sortes d'activités, pièces de théâtre, concerts, etc., beaucoup avec les jeunes. Il y a eu une union des étudiants du Brésil qui s'est créée à l'Université de Montréal et qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Et par la suite, il y a eu donc, Mme Caron a travaillé beaucoup, notamment avec les communautés, avec les missions religieuses, etc. Et moi, je me rappelais, j'étais directrice d'un centre d'études et de recherche sur le Brésil à l'UQAM. De 2009 à 2010, j'étais directrice adjointe et de 2010 à 2015, j'étais directrice. Et lors d'une des activités, j'ai rencontré un monsieur d'origine brésilienne qui est venu, qui a fui le Brésil durant le coup d'État, qui avait lui-même été torturé et qui a été ici. Et ce soir, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je pense, est-ce qu'il est encore dans la salle? Il est peut-être quitté, ah oui, il est là, je le vois tout à coup, qui lui aussi est arrivé parmi les premiers, donc dans ces années-là. Alors, tout ça pour vous dire qu'au départ, les liens entre le Québec et le Brésil, c'est par le biais des communautés de missions religieuses, et j'ajouterais de gens qui sont plus près du courant de la théologie de la libération. Donc on parle soit de prêtres, de religieuses ou de personnes qui sont laïques, qui allaient dans certains pays, mais qui avaient, si vous voulez, développé une lecture critique face au rôle de l'institution religieuse et donc on considérait, pour faire une histoire courte, des chrétiens de gauche. Ils ont contribué beaucoup à la naissance d'ailleurs des comités de défense des droits humains en Amérique du Sud. Donc il y a une organisation qui existe encore qui s'appelle le CEDAL. Donc dans cette période-là, pour ceux qui suivent un peu, vous vous rappellerez que le coup d'État au Chili a suivi pas longtemps après celui du Brésil. Et je pense qu'au Québec, c'est une de nos premières vagues de réfugiés qui arrivaient, de réfugiés politiques, on s'entend bien, qui arrivaient comme ça a été en grand nombre. Donc les réfugiés chiliens sont arrivés en beaucoup plus grand nombre que les réfugiés du Brésil. Et encore là, ce sont des réseaux de solidarité, non seulement par le biais de communautés religieuses ou de missions, mais aussi par ce qu'on appelle des organisations